ses excès. En écoutant religieusement les explications de Martina et d'Ibrahim, ce sont les deux journalistes qui lui ont donné cette belle réponse-là, j'étais dévastée et je me compris dès lors pourquoi tous les sujets sensibles visant les dictateurs africains avaient été sucrés. On ne crache pas dans la main de celui qui te donne à manger. On ne crache pas dans la main. On ne crache pas dans la main de celui qui te donne à manger. Le portail est capricieux, comme on dit souvent. Bon. Les panafricains les plus feignants de la planète. Continue. Alors, je pensais à tous ces jeunes qui suivaient Afrique TV, croyant fièrement qu'on assistait à la renaissance du panafricanisme. Le seul point positif que je trouvais dans tout cela était que cette chaîne faisait, bon gré mal gré, renaître dans le cœur de beaucoup le goût du patriotisme et qu'elle était très lucide sur le plan de la géopolitique mondiale. J'essayais de m'accrocher tant que faire se peut à cela, mais je n'étais pas bien. Les jours qui suivirent cette révélation, j'étais nerveux, irascible. Toute la presse d'Afrique francophone avait fait ses choux gras sur mon transfert de la 2STV à Afrique TV. Je ne pouvais pas partir au bout de 2 semaines. Certains auraient spéculé sur mon incapacité à gérer cette chaîne, sans chercher à entendre ce que je savais. En outre, ce n'était pas dans ma culture de balancer mes frères noirs, fussent-ils les pires fumiers. Mais je savais aussi pertinemment que je ne pourrais pas rester éternellement muet. Donc, excuse-moi, je cherche, les pages sont un petit peu en désordre. D'accord. Vous, Sefiou, est-ce que tu entends comment il traite d'Afrique Média? Il ne balance pas ses frères noirs, fussent-ils les pires fumis. Pour lui, Afrique Média, c'est des fumiers. Pour lui, il ne pouvait pas quitter la chaîne au bout de 2 semaines. Parce qu'on allait dire que lui, il était incapable et tout. C'est pour ça qu'il retourne voir sa femme. Sa femme lui dit supporte un peu. Voilà donc Kémy Séba. Et voilà donc tout ce que Kémy Séba écrit d'Afrique Média. Pour ceux qui viennent vous dire que Afrique Média est une chaîne. Et Afrique Média aussi était instrumentalisé par les pro-Bagbo qui allaient là-bas. Ouais, avec les pro-Soro, ils sont allés les payer. Tu te rappelles quand Soro a intervenu, il avait pas... Non, je ne veux même pas, c'est vieux, je ne veux pas qu'on rentre dans ces débats. Laisse l'autre débat là pour le moment. Je ne veux pas rentrer là-dedans, je dis juste... Ça va créer d'autres problèmes. Laisse d'abord l'autre débat là où il est. On va continuer avec Afrique Média, on va rester focus sur ce qu'Afrique Média a fait. Oui, moi je pense que cette chaîne c'est pour détourner les Kamers. Parce que si les Kamers commencent à être aussi exigeants que nous, le RDPC va tomber. Parce qu'avec Internet, si on ne dit pas que regardez chez nous ici, tout le monde c'est tout acheté par crédit, tout nous appartient, regardez chez les autres, tout est vendu. S'il n'y a pas ça, eux aussi vont commencer à exiger des routes, ils vont exiger de la qualité de beaucoup de choses. Et il n'y aura rien qui pourra les distraire, donc cette chaîne est la bienvenue, quoi. De toutes les façons, les Camerounais cherchaient sur qui mettre leur sous-développement et trouver toutes les excuses. C'est pour ça que la plupart des paresseux se sont versés dessus, sans toutefois... Parce que moi personnellement, dès la première, j'ai été critique, j'ai dit, mais je ne peux pas comprendre que, pour dire chef de l'État, on vient nous dire que, exemple, sur le franc CFA, on vient nous expliquer que c'est à cause du franc CFA que le président a échoué. Si le président, toi tu sais que c'est à cause du franc CFA qu'il a échoué. Si le président lui-même ne sait pas qu'il a encore échoué à cause du franc CFA, qu'est-ce qu'on doit faire? On dit on doit chasser le président pour mettre le Parlement pour ça, des députés. On dit qu'on doit chasser le président pour mettre un qui va sortir du CFA. Les mêmes gens combattent encore celui qui veut sortir du CFA. Vous ne comprenez pas quoi? Mais c'est quoi qui... Donc ils disent qu'ils échouent à cause du CFA. On dit que bon, enlevons donc celui qui nous a fait échouer à cause du CFA. On met celui qui va sortir du CFA. Ils combattent encore celui qui va sortir du CFA. Mais ils te disent une chose et son contraire. Mais si tu peux continuer la lecture. D'accord. Ok, j'étais touchée par les témoignages d'amour et de soutien de cette jeunesse des rues du Cameroun et du Tchad, en quête de revanche contre l'Occident, qui me remerciait de travailler avec Afrique TV.
Elle voyait une chaîne qui défendait nos intérêts et c'est tout ce qui comptait. Donc en fait, c'est pourquoi il n'a pas balancé, alors, comme il disait qu'il ne veut pas balancer ses frères noirs. C'était ça pour une partie. La deuxième goutte d'eau qui allait faire tanguer le vase, la présence dans la chaîne dite panafricaine d'un certain Jean-Michel, prétendu géopoliticien belge, la soixantaine, crâne rasé, conseiller auprès de nombreux autocrates africains et chroniqueur VIP de la chaîne. Dans les faits, ce Jean-Michel était un vulgaire ancien néo-nazi belge, respecté de personnes en Belgique, qui avait su très tôt déceler l'imbécilité et le complexe d'infériorité de nos élites, une faille à explorer. Ne dit-on pas que même le sans-abri blanc européen peut, avec un peu de malice et de vice, devenir un roi en Afrique? Répondant parfaitement à ce profil, Jean-Michel changea la présentation de ce parcours professionnel et idéologique pour séduire d'abord Justin Bagou. Si ce dernier avait en apparence un problème avec le néocolonialisme français, il souhaitait dans le même temps prouver qu'il n'était pas raciste des Blancs. Jean-Michel, de son côté, voyait dans Afrique TV une occasion inespérée de se faire une fortune s'il savait comment s'y prendre. J'appris durant cette période que les deux avaient mis au point une stratégie afin d'extorquer encore plus d'argent aux chefs d'État africains. Bon, attends un peu, Titi Zalo. Donc, le néo-nazi qui était Jean-Michel, un blanc néo-nazi belge qui avait été recruté à Afrique Média, et Justin Tago, le bandit, le Feman, ils avaient mis un plan. Ils avaient fabriqué un plan pour extorquer de l'argent aux chefs d'État africains en leur disant que oui, vous êtes des panafricains, oui, voilà. Continue le plan. En fait, le plan, je pense, c'était que ils vont dire, on chante vos louanges, comme ça vous nous... Non, il y a le plan. Kémy ne pas parler du plan dans le... Exact, je continue. Alors, l'idée venait de Bagou, dans la stratégie d'extorquer. Voyant que le Jean-Michel parlait bien et que son point de vue semblait sérieux et crédible, on pouvait lui reconnaître une capacité d'analyse de la politique mondiale, à l'exception de tout ce qui concernait la responsabilité de la France et de la Belgique dans les problèmes du tiers-monde. Donc Justin avait concocté une stratégie des plus redoutables. Il confiait au vieux néo-nazi belge le soin d'inventer, lors de ses analyses sur Afrique TV, des rébellions en préparation dans différents pays africains. Attends, calme-toi. Les gars, tapoté. Il confia. Justin Tagou, qui est le promoteur d'Afrique Média, va dire aux néo-nazis blancs belges d'inventer des rébellions. Vous comprenez? Il y a une rébellion qui a 100 km de N'Djamena. Elle arrive. C'est l'Angleterre qui l'a envoyée. Afrique Média, souvenez-vous, les forces endogènes sont entrées en concubinage avec les forces exogènes pour déstabiliser le pays. À chaque émission d'Afrique Média, il y avait une rébellion qui arrivait à Exactement. Yaoundé. Même pour chaque émission d'Afrique Média, il y avait une rébellion des Blancs qui avait été contournée. Paul Biya avait attaqué. À chaque rébellion, à chaque émission. C'est-à-dire, ils inventaient des rébellions. Ils inventaient les rébellions pour souder les Camerounais autour du dictateur et que les Camerounais puissent oublier le bilan de ce dictateur. Est-ce que c'est pas la même chose qu'ils ont fait avec le général Semengue et le fait qu'on dise que Popol a voulu être attaqué par les forces d'Aïdjo? Est-ce que c'est pas la même chose pour faire de telles sortes qu'on commence à le dire? On va revenir dessus. Restons d'abord focus sur Kémy Sébassy. Parce que c'est important que les Camerounais comprennent ça. Continue, Titi Zalo, continue. Alors, des rébellions en préparation dans différents pays africains, en prenant le soin d'étudier les fronts d'opposition aux dictatures en Afrique francophone. Attends, stop, ne va pas loin. Ils inventent les rébellions, ils prennent le soin d'étudier les oppositions.
ils étudient Kanto. Ils étudient tous les partis d'opposition. Ils les font passer pour des lits. Ouais. Alors, les fronts d'opposition aux dictatures en Afrique francophone. Objectif, faire croire que les rébellions en préparation étaient le fruit de la convergence des forces d'opposition africaines et de l'oligarchie occidentale. Voilà tout le problème de Maurice Kamto. Voilà. Vous avez trouvé maintenant le problème de Maurice Kamto avec cette histoire où on lui invente Lysias Padin, on lui invente qu'il a préfacé le livre, on lui invente qu'il a travaillé, il veut vendre le Cameroun à la France. Voilà ça, devant vos yeux. C'est devant vos yeux qu'ils ont concocté le plan. C'est Justin Tagou. Mais est-ce que c'est pas Mbamileke qui a concocté le plan avec Paul Biya? Et ils ont concocté le plan de présenter tous les partis d'opposition comme étant des forces alliées à l'Occident et qui mèneraient ces luttes. Et vous avez écouté le ministre de la Communication dans son temps, comment il s'appelait, celui qui disait qu'ici faut s'y pique, le malade mental là. Comment il s'appelait lui, Issa Chiroma Bakari et René Emmanuel Sadji qui disait que les forces endogènes, pour ceux que les Camerounais qui se souviennent, les forces endogènes, c'est-à-dire les partis d'opposition, sont entrés en concubinage avec les forces exogènes pour déstabiliser le Cameroun. Donc ce serait facile pour eux de dire que Ambazonia a été instrumentalisé par Kamto, que c'est Kamto qui s'est mis avec les Français pour avec l'Ambazonie pour détruire le Cameroun. C'est comme ça qu'ils procèdent. Vous voyez que leur politique n'est pas loin. Leur politique a été fabriquée. Et Kémy Séba avait mis tout ça à nu. Il n'a pas osé parler. Il l'a mis dans un livre. Et pour cacher la vérité à un noir, met la vérité dans le livre. Il n'ira pas chercher la vérité. Il aime où ça crie. Nous aimons où ça crie. Si ça criait ici, il fallait voir. Maintenant, on leur dit le péché. La partie-ci, tous les Camerounais doivent enregistrer ça. Tous les Camerounais doivent publier ça. D'où viennent les problèmes de l'opposition? C'est parce qu'on veut faire passer l'opposition comme étant des forces obscures france-africaines, des forces obscures de l'oligarchie occidentale qui tenteraient de déstabiliser le Cameroun, alors que Paul Biya protégerait le Cameroun. Et pourtant, c'est l'inverse. Paul Biya quémande l'amour et la protection de la France. Tu peux continuer, Titi Zalo. Ok. En quelque sorte, souvent des révolutions colorées, sponsorisées par les ONG globalistes, le plus souvent américaines, avec lesquelles le Belge avait un gros problème, en vue de déstabiliser les États africains souverains. Généralement montées de toutes pièces, ces analyses portées par un média aussi puissant en Afrique centrale qu'Afrique TV faisaient mouche. Souvent, à la suite de cette divulgation médiatique, en plein prime time, les chancelleries africaines convoquaient le désormais géopoliticien Jean Michel, accompagné du boss d'Afrique TV, Justin Bagou. Les présidents africains, stupides et paranoïaques, étaient prêts à tout pour conserver le pouvoir et prenaient donc très au sérieux toute information ayant trait à la possible sédition au sein de leurs respectives nations. Vous voyez? Stupide. Est-ce que c'est moi qui ai dit que Paul Biya est stupide? C'est Kémy Séba qui le dit, non? Stupide. Prêt à tout pour conserver le pouvoir, croit même aux déstabilisations qui viendraient à... Oh, Kémy, quand même, tu as fait quelque chose. Vas-y, Titi Zalo. Bien souvent, il demandait à Bagou et Michel d'élaborer des stratégies de défense, aussi bien politiques que médiatiques, contre ces rébellions imaginaires en préparation, et les payait des millions de CFA, parfois d'euros en retour. Il arrivait aussi aux deux braqueurs idéologiques d'être dans ces forfaitures accompagnés d'un vieux briscard de la discipline. Didier Zalo, tu as dit quoi? Aux deux braqueurs idéologiques. Écoutez bien le mot. Braqueurs. Kémy Séba les appelle. Ce que vous appelez les panafricains, Kémy Séba dit que ce sont des braqueurs idéologiques. Les braqueurs.
Vous savez ce que veut dire un braqueur, non? Un bandit, un féman. Big up, allez, on continue. Alors, les deux braqueurs idéologiques d'être dans ces forfaitures, accompagnés d'un vieux briscard de la discipline, Didier Bidongro. Ce journaliste camerounais, de 60 ans officiellement, beaucoup plus à mon avis, avait lui aussi le vice collé à la peau et était toujours dans les bons coups pour extorquer des fonds au nom du panafricanisme. Ce dernier travaillait à Afrique TV et faisait partie, tout comme les deux précités, du conseil de direction de la chaîne. Pour bien comprendre le pourquoi de ces arnaques de haut vol, il faut savoir que Bagou, l'instigateur, était un érudit de ce qu'on appelle au Cameroun la fémania. Était l'érudit de la fémania. C'est-à-dire, c'est un féman. C'est un féman qui a créé la chaîne panafricaine au Cameroun. Un féman. Deux braqueurs idéologiques à la tête d'une chaîne. Ils ont pris tout un pays. C'est-à-dire, ça veut dire que les Camerounais sont la résultante de la fémania. Un Camerounais, c'est facile pour un Camerounais de te dire que l'autoroute, c'est pas le développement. L'autoroute n'apporte pas le développement. Tu vois, Dr Yam vient dire que non, vous savez que l'autoroute, ce n'est pas bien, ça c'est le saupoudrage. Tu te poses des questions comme ça vient d'où? Vous voyez que les Camerounais, on doit refaire l'éducation du peuple camerounais. On doit refaire, je dis et j'assume, on doit refaire l'éducation idéologique du peuple camerounais parce qu'on leur a fait ça à l'envers. On dit dans les commentaires, il est connu, même sa famille, on les connaît pour le fait. Donc vous le connaissez déjà pour le faire. C'est de quelle marque-là? Mais son fait là, c'est fort. Hein. Son fait il est fort parce qu'il y a des États qui se sont retrouvés déstabilisés. Il y a des chefs d'État qui sont encore séquestrés par son fait manuel. Je continue. Alors, du coup, Bagou, donc c'est un érudit de la fémania. Donc, il explique la science de l'arnaque à la camerounaise. En plus, c'est typiquement camerounais, en fait. Bon, l'art de concevoir des escroqueries dans le but d'obtenir le plus d'argent possible. La fémania, dans la culture populaire africaine, a toujours fait rire le kidam des quatre coins de la terre-mère, sauf les victimes directes de ces escroqueries de haut vol. Ces histoires m'avaient toujours amusé. Mais dès lors que la fémania se mélangeait au panafricanisme, cela devenait pour moi invivable. Donc voilà, je trouve la page 66. Donc Jean-Michel était conscient d'être utilisé. Une seconde. En fait, les pages sont un peu à l'envers. 65. D'accord. Donc maintenant que vous avez compris déjà la plus grande partie, on organise les rébellions. Voilà, c'est trop. On extorque l'argent. Les chefs d'État donnent l'argent à Afrique Média d'avoir détourné, en les remerciant d'avoir détourné l'attention du peuple. Donc maintenant, vous qui avez compris ça, vous étiez 30 personnes à écouter ces lives. Il est temps pour vous d'aller établir le bilan de Biya. Quand vous allez vouloir établir le bilan de Biya, ils vont vous amener le tribalisme, ils vont chercher à vous distraire. Quand vous allez parler des routes, lorsque nous avons pris ce fio, lorsque moi j'ai commencé à parler de politique dans les réseaux sociaux, j'aimais beaucoup prendre un exemple sur la Côte d'Ivoire en matière d'économie. Je prenais toujours cet exemple que comment se fait-il qu'en 2012, le Cameroun avait un PIB presque égal à celui de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire dépassait le Cameroun de 5 à 7 milliards de dollars de PIB en 2012. Et la Côte d'Ivoire sortait de la guerre. Comment se fait-il qu'en 2025, la Côte d'Ivoire, la même Côte d'Ivoire dépasse le Cameroun de plus de 40 milliards de dollars. Donc la Côte d'Ivoire a fait plus de l'économie du Sénégal en plus du Cameroun. Ça veut dire que si vous prenez le Cameroun plus le Sénégal en matière de PIB, c'est où on a le PIB de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire n'était pas un pays producteur de pétrole à cette époque, alors que le Cameroun, 47% de ses exportations venaient du pétrole, de l'or, du manganèse et autres. Est-ce qu'on veut me dire qu'avec le cacao, café,
la Côte d'Ivoire a supplanté le Cameroun. Est-ce qu'on veut tout simplement nous expliquer que c'est du fait que Ouattara soit l'ami de Macron et que ce sont les Français, les Sarkozy qui l'ont imposé au pouvoir, qui a fait en sorte que le Cameroun ait ce retard? C'est de ça que nous parlons. Et puis on nous ramenait sur l'histoire du franc CFA. Tu rentres même dans le franc CFA. Les comptes d'opération, la dette coloniale qu'on dit payer. Mais c'est le Cameroun qui pourvoit plus dans les comptes d'opération, tandis que la Côte d'Ivoire a fermé les comptes d'opération. Mais qu'est-ce qu'ils veulent nous expliquer? Qu'est-ce qu'ils veulent nous expliquer en réalité? Où est-ce qu'ils veulent nous amener? Ils sont en train d'imbéciliser, d'incréduliser. Ils ont été accompagnés par les panafricains de TikTok. Ils ont été accompagnés par les plus grandes figures du panafricanisme, ignorant des questions scientifiques, des questions monétaires, des questions financières et même de la véritable politique. Tout simplement parce que c'était de la propagande tapageuse dans le but de discréditer certaines personnes. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Kémy Séba. Pourquoi? Parce que Kémy Séba n'est pas seulement en train de bavader. Kémy Séba a dit qu'un véritable panafricain, Franklin Nyamsi, devrait vivre partout en Afrique. Quand tu as chassé Franklin Nyamsi de la Côte d'Ivoire, tu aurais pu aller au Burkina vivre là-bas. Tu aurais pu aller au Burkina, tu aurais pu aller chez Kwame Nkrumah vivre là-bas. Tu es venu en France pour faire ton panafricanisme où tu risques de te faire empoisonner le plus facilement possible. Venir enseigner les Français. Tu enseignes la philosophie aux Français. Est-ce que tu as enseigné la philosophie aux Maliens? Est-ce que tu as enseigné la philosophie au Burkinabé, au Nigeria, aux Nigériens, aux Camerounais? Tu as refusé de donner les connaissances aux enfants de ton peuple. Maintenant, quelqu'un comme Maurice Kamto qui s'est levé, il a laissé tous les privilèges dont toi tu cherches pour aller donner ces connaissances aux enfants de son peuple. Toi, tu es critique. Tu proposes quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Tu étais avec Guillaume Soro. Guillaume Soro avait les armes. Guillaume Soro, c'était ton mentor. Va dire à Guillaume Soro de te donner les armes et tout. Tu peux passer à l'action. Ne viens pas dire à Kamto. Kamto a sa façon de procéder. Kamto demande aux Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales, d'aller voter et de défendre leur vote. Toi, tu viens dire que non. Kamto est en train d'accompagner Biya et qui doit tenir un autre discours. Toi-même, tu es petit pour tenir le discours de guerre. Toi-même, tu peux aller tenir le discours, tu peux aller accompagner ce discours. Donc, ce que Franklin Nyamsi essaye de faire, c'est des opposants fantoches. C'est quoi un opposant fantoche? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui travaille avec le régime. Tous les jours, il critique farouchement le régime. Et donne des propositions fallacieuses. C'est-à-dire, invente un mouton à 5 pattes. Exemple, n'allez pas aux élections. Ce que Franklin Nyamsi est en train de faire. N'allez pas aux élections parce que vous allez accompagner la victoire de Paul Biya. Il faut plutôt tenir le discours comme quoi on doit révolutionner le Cameroun. Et quand on parle de la liste nationale électorale, Franklin Nyamsi ne reparle pas. Il s'en fout. Il préfère parler de l'AS. Quand on parle des Camerounais à qui on a interdit, on ne leur a pas donné le droit de vote en euros. Franklin Nyamsi s'en fout. Quand on augmente le prix du carburant au Cameroun, Franklin Nyamsi s'en fout. En ce moment, Franklin Nyamsi ne récupère pas les combats. Quand on parle du combat camerounais, est-ce que Franklin Nyamsi peut parler au Valsero parle? Nous, tous les jours, quand nous avons le temps, nous ne parlons que du Cameroun. Nous évitons même les sujets des autres nations. Mais à quel moment Franklin Nyamsi a mené le combat du Cameroun? Qui est sa patrie? Sa patrie mère. Il a fui, il est parti s'asseoir à nous. Quand on lui retire le passeport, qu'on veut lui retirer le passeport, il pleure plus que tout le monde. Et dès qu'on lui remet le passeport, il dit qu'on doit sauver l'Afrique, on doit faire ci. Il ne sait rien. Bon, je vais faire monter. Manbassa, si ce que je raconte ne te plaît pas, tu peux... le blog direct. Tu peux circuler. Désolé de te décevoir, Momo, mais il a trouvé un bétail qui est beaucoup plus lucratif en Afrique de l'Ouest. Pourquoi il va vous calculer? C'est ça, c'est tout. Et c'est ce qu'on décortiquait là, de faire attention. C'est les Féman, c'est la même bande là. Ayam et compagnie. Franklin Nyamsi. Ils sont là pour décourager le peuple. Des Féman intellectuels, non. Bah oui. Ils se font de l'argent. J'ai vu la vidéo de son fils à Dubaï, Nathalie. Je dis, ah ouais. Pendant que le Malien lambda lui-même a du mal à avoir 3 heures d'électricité par jour, son argent est donné à une suite. Nous, on ne veut même pas parler. Nous, on veut pas parler des autres pays, tu vois. Nous, on évite. Tu sais pourquoi nous, on évite de parler des autres pays?
Nous, on est concentré sur qu'on doit faire partie pour l'IA. On doit parler de son bilan. On ne veut pas parler, mais on ne veut même pas qu'un autre pays circule où on est. Parce que quand tu vas parler de l'autre pays, comme dans tous les pays, il y a les fanatiques. Il y a toujours les sardinats de tous les pays. Il y a toujours les fanatiques. Ils ne vont pas voir la critique. Ils vont s'attaquer à toi et à ton leader. Donc, nous, on évite ça à cette période. Bon, on va passer la parole à... Titi Zalo, tu voulais encore lire notre partie. On a même lu les parties les plus importantes. On a lu les parties les plus importantes, non? Exact, oui, exactement. On peut passer la parole aux autres. Je peux savoir, c'est la lecture de quoi? Comment? C'était la lecture de quoi, je vous en prie? Le livre de Kémy Séba, L'Afrique libre ou la mort. En fait, on montrait dans le livre, en fait, des personnes, en fait, comme Niamsi, en fait, qui se font passer pour ceux qui prétendent, en fait, ils soutiennent des dictatures, mais en mettant, en fait, la faute, en fait, de notre malgouvernance, de notre mauvaise économie sur les dictatures, sur les Occidentaux. Donc, ils dévient le débat. Au lieu de dire que voilà, on doit combattre ces présidents qui sont là, qui sont des dictateurs à la sorte de l'Occident, mais ils mettent en fait dans la tête des Africains que ce sont les Occidentaux au contraire qui nous maintiennent dans cette misère. Donc, je ne sais pas si c'est bien résumé mon mot, hein, en quelque sorte, c'est ce que j'ai compris. Oui, c'est ça, c'est un sujet que Révo maîtrise. Révo maîtrise bien le sujet. On va donc passer la parole. J'ai suivi, bon, Malice, toi tu es venu, c'est vrai, tu es venu avant l'autre. Mais on va d'abord passer la parole. Peut-être c'est Fiu, non? Il est là depuis, il peut parler, il était là, il est monté en premier. Oui, mais moi je suis de la maison, en moment c'est mon gars, on peut laisser les autres. Voilà. C'est la maison, hein. On va laisser Oncle Kafo. Oncle Kafo était là, c'est lui le seul qui était là du début jusqu'à la fin. Oncle Kafo, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Quel est ton étonnement? Non, très très étonné d'abord que Kémy Séba avait écrit un livre en ce qui concernait Afrique Média. Je suis même très surpris même, donc je ne sais pas, je n'arrive même pas à croire que c'est vrai. Et c'était très très enrichissant. Vraiment, il y a des parties qu'on a lues là qui, je suis tombé des nues, bien que je soupçonnais vraiment cette chaîne-là depuis étant au Cameroun, mais cette chaîne-là qui nous a vraiment détourné l'attention. Vous vous rappelez, plus d'un ici était au Cameroun lorsque les Benskiner s'arrêtaient pour suivre le monsieur qu'on appelle Michel et tout ça là. C'est-à-dire que quand le monsieur devait passer, mais la ville s'arrêtait. Dans Michel. Et oui, et à un moment donné, surtout la partie où c'est-à-dire les gars créent des faux révèles dans des coins, ils créent tu as parlé de quoi là? Oncle Kafo, il faut faire très attention. Il faut être subtil et tactique. Il faut bien appuyer sur la partie. Il crée il monte des fausses rébellions. Et étudie les partis d'opposition. Attends, il crée des fausses rébellions, étudie les partis d'opposition, colle ces rébellions aux partis d'opposition avec des oligarchies occidentales dans le but de discréditer tout le monde. Et ce discours qui est repris par les fétiches, quand ils vous disent que vous êtes un agent de la DGSE, c'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes un agent de la France-Afrique, c'est de ça qu'il s'agit. Lorsque vous ouvrez les yeux sur ce qu'ils veulent dire, ils vous font passer pour les incestueux de la France-Afrique. Donc, Maurice Kamto est victime de cela, de cette propagande tapageuse, de cette propagande malsaine d'Afrique Média. Toutes les forces d'opposition, tous les partis d'opposition sont étiquetés comme étant pro-France dans la création des fausses rébellions. Et dans ces fausses rébellions, les chefs d'État versent beaucoup d'argent en disant merci d'avoir détourné le peuple. Ça veut dire que Afrique Média est une chaîne montée contre le peuple africain. Afrique Média, qui était censée défendre l'intérêt de ces peuples africains, est une chaîne plutôt montée contre les aspirations de libération, de liberté et de développement des peuples africains au profit des dictatures et au profit de Justin Tagou et de ses amis. Bandakani, c'est des personnes qui doivent être rattrapées le plus tôt possible. Kémy Séba parle de braqueur idéologique. Et je me rappelle
quand la panafricaine, Georges m'a donné ce livre, Bandakani est venu en plein live. Ils ont menacé cette dame. Ils ont menacé cette dame. Elle s'appelle Georgia Messi, pour ceux qui la connaissent. Ils ont menacé cette dame. S'il te plaît, Momo, le livre date de quelle année, s'il te plaît? Il a publié ça, c'est en quelle année, s'il te plaît? Le livre, même, ça date de longtemps. C'est juste que nous, les Noirs, qu'on met quelque chose dans le livre. Pardon, si allons dans le titre du livre, Ça veut dire qu'on est perdu, là. L'Afrique tu peux ou la donner mort. le titre du livre, pardon. Attendez, je vais mettre le titre du livre. Ça veut dire que depuis, on était en train de débattre, on combattait, alors que la solution était là. On a combattu les fétiches, on a combattu tous ces gars-là, alors que la solution était dans un livre. Et c'est que c'est impressionnant, là. Je sais pas, à un moment, moi, en commentaire, comme je disais, c'est tellement, tu dois reprendre ce live pour édifier les personnes davantage. Parce que sachez aussi qu'à un moment donné, les gens ne lisent pas. Maintenant, il faut des personnes peut-être aguerries comme vous pour pouvoir décortiquer un peu ce qu'on trouve dans des livres. Et voilà un bon barricadement qui était là comme ça, qui devait édifier les gens. Mais les gens ne sont pas en train de lire. Un peu comme Franklin lui dit qu'il a écrit les 40 livres, mais c'est pourquoi j'ai demandé à un moment donné comment est-ce que tes livres-là ont impacté l'AES afin que l'AES puisse être en révolution maintenant, ou bien comment est-ce que tes 40 livres ont impacté l'éveil des Camerounais. Vous voyez un peu. Donc, si vous écrivez des livres et qu'à un moment donné, sachez, la réalité, c'est que les Africains ne lisent pas. Et qu'à un moment donné, on ne peut pas expliquer, au moins de manière brève, le contenu. Vraiment, ça doit rester dans les librairies. Et puis voilà, ça ne doit pas impacter réellement. Vraiment, Momo, merci beaucoup pour ce livre-là. Moi-même, je vais m'en procurer. Et puis, c'est immense. J'ai entendu beaucoup de choses et c'est comme si c'est même pas la moitié du contenu, mais j'ai... Non, toi, tu n'as pas entendu le début. Le début, ouais. C'est-à-dire le début. La partie qui m'intéressait pour les combattants, c'est que comment les combattants n'arrivent pas à comprendre que l'idée de faire de Camp France-Africain, c'est une idée préparée médiatiquement dans les cellules France-africaine et par Afrique Média. Ils ont pris la peine d'étudier tous les fronts d'opposition. C'est-à-dire, ils étudient. Si vous voyez Afrique Média et les Bandakani taper sur quelqu'un en disant qu'il est France-africain, faites le contraire de ce qu'ils disent. Bandakani, c'est un France-africain. C'est un biaïste. C'est un gambiste. Nathalie Yam, c'est une gambiste. L'autre, Jean de Dieu Momo, c'est un gambiste. Vous n'avez pas compris quoi. Et le patron, c'est un féman. Bon. Justin Dagou, je connais le monsieur en personne même parce que j'ai une école en face. Non, c'est Tabou. Non, c'est Justin Tabou. Oui, j'ai travaillé en face de Afrique Média. Oui, mais il ne peut pas citer quelqu'un avec tout son nom. Il s'expose. Pour ça qu'il a utilisé une forme de... C'est comme Paul de Tasse, là, que le Seigneur lui a donné la bonne voie. C'est lui. Il a utilisé une figure de style en écriture pour esquiver les poursuites judiciaires. Mais quand tu analyses, tu vas donc te rendre compte qu'il ne met pas les noms des personnes pour ne pas s'exposer aux poursuites judiciaires. Il laisse suffisamment allusion. Comment? Vous avez parlé de Paul de Tasse là, non? Pour dire que... Attendez les gars. Ce qui m'étonnait, Révo, c'est que dans ce combat, on avait quand même des frères qui étaient près de nous, qui savaient tout ça. Mais il a fallu que c'est une béninoise. Tu sais comment la béninoise finit par faire la révélation du Révo? Tu parles de qui? De Georgia? Georgia. Oui. Tu sais pourquoi comment Georges a fini par nous faire la révélation? Non, parce qu'à un moment, on s'attaque même aussi à Kémy. Elle dit que non, notre champion ne veut pas seulement parler. Il a déjà signifié sa position à Nathalie Yam et autres. Parce qu'à un moment, on voulait écraser et Nathalie Yam et Bandakani et tous ceux qui voulaient même amener ce genre de discours. C'est où elle nous sort le livre. Quand elle nous a sorti le livre, j'ai dit que aïe,
dans l'histoire s'il existait. Et quand il sort le livre, les Bandakani viennent l'attaquer. Maman, avant ça, tu connaissais que Kémy Seba travaillait là-bas? Parce que moi, je n'étais jamais au courant. Vous étiez... Non, avant ça, vous avez su? Non, pas du tout. Mais on a su qu'il est passé par là. Il n'a pas duré. Il est arrivé, il était dégoûté. Il a giflé Jean-Michel. Où c'est Jean-Michel? Luc Michel. Avant de partir. D'accord, ça veut dire qu'il y a un gars qui écrit en bas Luc Michel, que les mototaximens là, ils attendaient la chronique de Luc Michel. Moi, c'était Jean-Michel, donc c'était Luc Michel, ils avaient raison. Je vais vous expliquer le bonhomme de l'intérieur. Momo, tu sais très bien à plus d'une reprise que j'ai essayé de dire ce que je savais de cet homme d'entrée de jeu. Justin Tago a commencé son schéma aux États-Unis. Je dis c'est son schéma. Il avait accès à l'époque aux institutions de Bretton Woods et à l'ONU. Il a donc décidé de mettre en place une chaîne internationale, un média en ligne. Il n'avait pas encore tous les outils parce qu'il est dans le domaine de machin, mais sa stratégie était laquelle? Réappliquer ce que de nombreux hommes de médias ont déjà appliqué par le passé. Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que les médias, avec le temps et depuis très longtemps, ont shifté pour ne pas être véritablement le quatrième pouvoir dans le sens moral du terme, mais le quatrième pouvoir dans le sens d'être un outil entre les mains des politiques et des personnes qui n'ont pas nécessairement sont pas nécessairement de bonne moralité s'en servent. La recette est ancienne. Jeune Afrique de Béchi Ben Yamed, Jeune Afrique l'économie du groupe JDEP, entre parenthèses Blaise Pascal Tala, de nombreux promoteurs, y compris celui qui est en prison, Vision 4, aujourd'hui, appliquent systématiquement la même recette. Dans le monde des médias, des réseaux sociaux, c'est l'arnaque. C'est l'équivalent de l'arnaque à la cavalerie. Tu connais le principe de l'arnaque à la cavalerie, Momo? Momo, je parle, tu n'écoutes pas ou bien tu te mutais? Je pense que c'est muté, Momo. Ah oui, non, je comprends, il doit être occupé. Oui, non, ça va. On t'écoute. Donc, je disais donc, c'est l'équivalent du système de l'arnaque à la cavalerie. L'arnaque à la cavalerie, c'est justement ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est ce qu'a fait le Bernard Madoff, c'est-à-dire que la spéculation. Le chantage? Non, c'est ce qu'a fait Bernard Madoff, pas le chantage, mais je veux dire l'extorsion de fonds qui s'appuie sur le fait qu'on fait de la spéculation financière, on crée une bulle financière et on l'exploite. C'est un peu ce qu'a fait par exemple le MIDA au Cameroun. C'est ce qu'a fait tout récemment, même l'autre. Même l'IEB Limal. Le système de Ponzi. Oui, c'est le système de Ponzi. Ou alors cavalerie. Donc, l'arnaque, c'est l'équivalent de cela dans les médias. Pourquoi? Parce que les hommes de médias, qu'est-ce qu'ils font? Justin Tago, qu'est-ce qu'il fait? Il veut gagner de l'argent dans ça. Il faut donc qu'il trouve un espace, un filon. Le filon, c'est quoi? Le panafricanisme est à l'opposé aujourd'hui, est à la mode, est né d'une volonté ancienne, lointaine des Africains de s'affranchir de nos leaders, des leaders français et d'anciens systèmes français-africains. Maintenant, pour le faire, pour le valider, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer les conditions pour que cela se fasse. Et donc, qu'est-ce que Justin Tago fait? Il se déplace donc avec sa chaîne de télévision, avec son ami, qui le filme, il a son micro, il court donc avec sa carte de presse, il avait créé sa petite structure, son petit truc, et il va donc dans les couloirs. À l'époque, il n'entrait même pas dans les couloirs de Bretton Woods, mais dans les rues de Bretton Woods, dans les rues adjacentes au bâtiment de l'Union des Nations Unies, il essaie d'accoster des responsables et leur pose des questions bateaux, c'est-à-dire parle un peu avec eux, leur parle de sa démarche. Et de temps en temps, quand il réussit au fur et à mesure d'imposer son système, son rythme, il a donc l'oreille attentive de ces dictateurs qui comprennent donc le filon, qui peuvent donc le faire passer pour ceux-là qui sont panafricains. C'est donc comme ça qu'il crée donc
son média appelé panafricanisme, mais la stratégie, c'est quoi? C'est de dénoncer le régime, pas le régime, c'est de dénoncer l'Occident, de parler d'impérialisme de l'Occident et de justifier le panafricanisme africain en faisant donc pas le même coup une opération de communication qui va nettoyer l'image des gens comme Denis Sassou Nguesso, comme Idriss Déby, comme comment vous appelez encore ce président de la Guinée là, et Théodore Obiang Nguema. Et donc eux, ils estiment que c'est une bonne chose puisque c'est une com qui va redorer leur image. Donc lui propose de faire cela. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc convoquer des personnes, des intellectuels, il faut, entre guillemets, hein, quand je dis intellectuels, il faut contacter des personnes qui vont être ces personnes-là qui vont intégrer la bulle de communication et distraire le peuple. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On monte dans un plateau, on parle de panafricanisme. Forcément, ça intéresse parce que si tu ouvres une chaîne de télévision au Cameroun et qu'il y a des gens forts des amours pour la France et l'Occident et que tu chantes à longueur de journée ce que la France a fait qui n'est pas bien, tu invites des personnes qui parlent et qu'est-ce qu'on fait? On cherche, en Cameroun on dit, on cherche un blanc, on cherche un blanc pour la cause. C'est-à-dire que ça c'est le schéma avancé. Parce qu'on sait que les Africains ont tendance à écouter davantage le fameux blanc qui viendrait parler de la cause noire. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un problème psychotique ou psychologique derrière qu'il faudrait un jour élucider. C'est-à-dire être capable d'expliquer comment est-ce que les Africains qui s'opposent généralement à l'idée occidentale ont une oreille pratiquement attentive au discours d'un Français ou d'un Belge ou d'un Blanc quelconque qui viendrait vous parler de votre cause et soulever quelques éléments. Sauf que ce gars, c'est un gars, il est là pour ses intérêts. Il est venu pour son business. On l'a contacté justement pour faire ça, pour faire figure et faire genre, pour tenir un type de langage spécifique. Et à la cause dont on ajoute donc tous ces gars-là qui ont fait l'aventure Afrique Média, tous, sans exception, je dis bien tous, ont été formés dans ce moule. Le sachant ou ne le sachant pas, ils font donc partie de cette bulle. Cette bulle de personnes qui... Wilfried, comment tu demandes le commerçant, c'est qui? C'est Niamsi qui vend ses services. Donc, je disais donc, non, bon, on n'est pas encore sur Niamsi, vraiment pour l'autre là, je ne maîtrise pas. Je disais donc que j'explique donc qui est Tagu. J'explique Tagu parce que c'est comme ça que Tagu crée dans son système, crée dans sa bulle, intègre dans ses multiples personnes, fait vendre dans son média. Et qu'est-ce qu'il fait? Mon frère, il reçoit son argent tranquillement de ces dirigeants-là qui font que son média prend de l'ampleur. Mais le temps passe, on se rend compte avec du recul que, ben, tiens. Et comment est-ce qu'on peut dire de Denis Sassou Nguesso qu'il est panafricaniste? Il s'éternise au pouvoir. Quelles sont ses méthodes? Comment est-ce qu'on peut dire de Idriss Déby? Comment est-ce qu'on peut dire de Denis Sassou Nguesso? Comment est-ce qu'on peut faire? Et c'est là par là qu'ils ont essayé de sortir de Paul Biya, un homme panafricaniste. Et c'est là où la pilule n'est pas véritablement passée. Et le temps a donc fini par faire... à démontrer la chose. Et à l'époque, quand le Kémy Séba ne le savait pas encore, parce que Afrique Média avait une telle renommée, puisqu'ils utilisaient des éléments de communication assez spéciaux, avait une telle renommée que les gens ne savaient pas encore quel était le business model de cette plateforme. Le temps est donc passé sûrement, donc il a observé et il a donc fait le livre qu'il a fait. Mais entre-temps, des dizaines d'années sont passées que de nombreux Camerounais avaient déjà avaient accepté Afrique Média comme ce média fameux média panafricaniste. Il ne fait rien de différent de ce qu'a fait Blaise Pascal Talla. Blaise Pascal Talla, à l'époque de JDEP, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des presses, il commettait des presses pour les dirigeants africains. Il venait voir le président Paul Biya. On lui versait 5 milliards. Il produisait tout un spécial jour d'Afrique où il va bien parler de Paul Biya, le mettre, machin, truc. Et c'est comme ça qu'on diffusait ça un peu partout en Afrique, en France, partout dans les communautés africaines, pour soigner l'image de Biya. Il a fait pareil pour la plupart des présidents africains. Il a même fait pareil. La fortune de Blaise Pascal Talla vient de cela. De cette communication-là qu'il a faite. Il a poli l'image des dictateurs comme Ozaï, là, j'oublie le nom, comment on l'appelle encore. Mobutu Sese Seko, il a fait des trucs là-dessus sur lui. À l'époque, on le disait,
Et on se demandait, mais c'est quelle bien curieuse façon. Parfois, peu à son âme, mon papa, je remercie mon père de m'avoir guidé à travers cette presse-là qui était une presse malveillante. Donc, il m'expliquait, le connaissant très bien, puisqu'il a grandi avec Blaise Pascal, a expliqué un peu comment le monsieur procédait pour se faire son argent. Jusqu'au jour où il a eu un couac avec Obiang Nguema qui a refusé de payer, je crois que c'était 7 milliards. Je me rappelle qu'il est sorti dans une, si on fouille encore, on rentre en arrière, allez, 25 ans en arrière, vous allez trouver dans une presse écrite, je crois que c'était en 2002, si je ne me trompe pas, où il a fait un appel RFI pour faire des menaces à Obiang Nguema en disant qu'il réclame de l'argent. Il a même collé un procès, je ne sais pas si Obiang Nguema a payé cet argent, il lui avait collé un procès à l'époque, parce que Obiang Nguema n'avait pas payé l'argent. C'était l'argent de quoi? C'était l'argent d'un public reportage, je ne sais pas moi qu'il avait fait, et qui n'avait pas marché. Et à l'époque, il avait menacé Obiang Nguema en disant Obiang Nguema que mon petit village Banjoun, puisqu'il est de Banjoun comme moi, bizarrement, peut envahir et confisquer ta petite Guinée. Donc c'était un peu là. Mais tout ceci, je dis ça pour dire quoi? Les gars, faites attention, les médias ne sont pas nécessairement ce que vous croyez qu'ils sont. Comprenez? Il faut être capable de prendre du recul, d'observer, de lire à travers et de comprendre que parfois certaines personnes entrent dans le paysage médiatique pour faire leurs affaires, pour faire leur business, et utilisent ce qu'ils peuvent et distillent ce qu'ils peuvent distiller. C'est-à-dire que c'est vraiment des médias qui diffusent. Voilà, donc il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas véritablement une colonne vertébrale solide derrière qui permettrait aux gens de s'appuyer dessus pour recevoir l'information. Et quand donc un média se retrouve dans une posture comme celle-là, comment penser à la crédibilité d'un média quand un média est capable de percevoir de l'argent pour diffuser du contenu en fonction des humeurs des personnes qui les payent? Quand un média devient donc un média à gage donc perd toute crédibilité, perd toute intégrité, j'aimerais dire. Donc ce manque d'intégrité fait que finalement on se dit, bon, on va faire comment? Des gens comme ça là, qui prennent de l'argent pour agir, au lieu d'agir dans le sens d'informer, c'est-à-dire que de donner l'information, de traiter l'information de manière le plus objectivement possible. Il peut arriver que une information ait été mal traitée, mais que la volonté qui sous-tend le traitement de l'information soit une volonté objective. C'est ce qu'on réclame aux médias. Et quand un média, généralement, s'est trompé dans le traitement de l'information, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une sortie où elle s'excuse. Ça me plaît de parler de médias. Pourquoi? Parce que vous allez donc vous rendre compte que ça ouvre le champ sur la plainte qu'a déposée le président Maurice Kamto récemment sur les réseaux sociaux. Pas sur les réseaux sociaux, à la CNC qui se retrouve sur les réseaux sociaux, où il indique un certain nombre de presses. Ces presses-là au Cameroun sont nombreuses. Elles n'ont juste pas encore assez d'aura. Elles utilisent leur aura pour nuire, pour s'attaquer aux personnes, et notamment faire de call it mischaracterization, c'est-à-dire que fait de la désinformation à l'endroit d'un tel ou d'un tel leader pour les intérêts qui sont les leurs. Maintenant, la question est, est-ce que le Conseil national de la communication est en capacité de faire son travail? Il va donc falloir attendre le résultat de la plainte pour voir si le Conseil national de la communication, qui est parfois très pressé de condamner Equinox Télévision, quand même Equinox Télévision n'a pas fait un traitement, si effectivement cet organe aussi est un organe qui est indépendant, qui travaille et qui a un minimum d'objectivité, agit. Donc, les plaintes est là, elle est détaillée, elle a tous les éléments. Le président Maurice Kamto l'a déposé à l'endroit de, je crois, une dizaine d'organes de presse qui passent des jours et des jours à raconter des mensonges. Donc, attendons de voir, peut-être la suite viendra. Maintenant, franchement, je reviens, je sors très rapidement sur le professeur Franklin Nyamsi. Moi, je dis professeur Franklin Nyamsi, je dis même professeur, je suis même confus. Bon, alors c'est donc qu'il a dit qu'il s'appelle professeur, puisqu'il aimerait bien que ce titre lui soit décerné. On a un problème seul avec lui. Quel est cet acharnement dans la communication? Je l'ai vu se plaindre, je l'ai vu bavarder, se plaindre du fait que les gens l'auraient dit X ou Y. Il a fait une sortie foireuse dans laquelle il a essayé de parler du président Maurice Kamto en des termes en disant qu'il devrait demander pardon
au peuple camerounais pour avoir servi le régime RDPC. Il lui aurait simplement suffi d'interroger la lettre de démission du président Maurice Kamto pour comprendre que le président Maurice Kamto est dans une autre dimension. Qui d'entre vous a lu la lettre du président Maurice Kamto, la lettre de démission du gouvernement du président Maurice Kamto? Je pense que je l'ai lu une fois. Oui, je peux te la relire et tu comprendras que il n'y a personne qui peut se permettre d'attaquer le patriotisme du président Maurice Kamto. Je n'ai pas ça, il n'est pas la lettre là. Je vais vous l'envoyer si jamais c'est le besoin. Mais elle existe, je crois qu'elle est peut-être même disponible en ligne. Tu comprends? Le président Maurice Kamto entre dans le gouvernement camerounais par patriotisme. Il abandonne tout ce qu'il avait abandonné. Il entre dans le dossier d'Antassi parce que on peut s'affronter. Au moment où j'ai un conflit avec toi, on peut s'échapper. Mais si quelqu'un d'autre vient s'attaquer à toi, c'est pas parce que j'ai un conflit avec toi que je vais te laisser toi en faire et tomber. On est d'accord? Ouais, on est d'accord. Le patriotisme, non, soyons cohérents. Imaginez donc le cas échéant, par exemple, que le Nigeria, parce que j'ai un désaccord profond avec Biya. Vraiment, il faut être capable de disséquer les choses de façon simple. J'ai un désaccord profond avec Biya. Biya est un homme qui va passer. Le Nigeria est en train de vouloir voler une partie de notre pays. Parce que j'ai un désaccord avec Biya, je vais m'entêter, je vais refuser pour la cause du Cameroun de servir ma patrie. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Est-ce que si le Cameroun est en guerre aujourd'hui, Biya va même demander ton avis, il va bloquer toutes les frontières. Vous qui avez voilà, et si bloque les frontières, si on a une attaque, est-ce qu'on demande votre avis? Voilà, laisse-moi qu'on demande votre avis. Si il y a un conflit aujourd'hui d'un pays voisin qui s'attaque au nôtre, est-ce qu'on réfléchit encore à l'ère là que Biya est monté et descendu? On défend d'abord l'intégrité de notre territoire. Une fois qu'on a fini ce travail-là, on se retourne vers la personne avec qui on a un conflit. On dit, bon, toi et moi, viens, on règle nos comptes. C'est pas ça. Comme si Lumumba. Voilà. J'aimerais qu'ils disent que Lumumba aille demander pardon au peuple de la RDC d'avoir travaillé avec Kasavubu. C'est ça, en fait. Et tu sais, quand il a fait cette communication, s'il avait la grandeur d'un homme politique, j'ai eu la faiblesse de croire qu'il avait cette grandeur-là. Il aurait compris que la fête qu'il a fait comme message et que des personnes ont réagi de façon dure parce que, le contexte n'était pas le bon, le timing n'est pas le bon. Plus tard, qu'est-ce qu'il fait? Sans discontinuer, de manière récurrente et cadencée, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de démonter la stratégie de travail d'un homme politique qui a peut-être passé des années de sa vie à cela. Je dis bien des années de sa vie. À préparer un plan, à réfléchir à un plan. Voilà quelqu'un qui vient, il utilise sa petite bouche, il va en ligne, il dit la stratégie de Maurice Kamto ne plaît pas. Mais qu'est-ce qu'il en sait? Mais il y a deux choses. Il y a deux choses que j'aimerais dire au professeur Franklin Nyamsi. Soit il est profondément idiot, j'assume. Soit il est profondément idiot, soit il est d'une mauvaise foi manifeste. Je ne considère pas qu'il est idiot. Je ne considère pas qu'il est idiot. Et s'il n'est donc pas idiot, ça veut dire qu'il y a une malice dans le fond de sa stratégie. Comment quelqu'un peut s'asseoir sur les réseaux sociaux? Il s'attaque à la stratégie du président Maurice Kamto en disant que ceci ne va pas se faire. Qu'est-ce que le président Maurice Kamto est en train de faire aux yeux des Camerounais? Pourquoi les Camerounais sont légers parfois d'esprit et ne voient pas? On dit Elekam va voler. Il ne s'agit pas de dire Elekam va voler. Le Elekam va voler là n'est pas factuel. La chose qui rend qui met Elekam en tant que voleur ou qui confirme la stratégie de vol de Elekam ou bien la collusion entre Elekam et le Conseil constitutionnel, c'est ce qu'est en train de faire le président Maurice Kamto. En utilisant des éléments de droit juridique par voie légale pour démontrer de façon physique, palpable, la collusion entre les différentes structures de l'État. Quand on déconstruit la structure de l'État, mais vous êtes naïf. Vous avez oublié ce qui a fait le Camerounais s'est levé le 22 octobre 2018. Le fameux procès qui avait eu lieu, au Cameroun, c'était pas le procès des PV, c'était le procès de l'État. C'était le procès de l'État du Cameroun. Mais il faut regarder.
ayez parfois la vision pour comprendre que le procès de l'État faisait quoi? Maurice Kamto en 2018 a été tellement percutant qu'il a réussi à exposer aux yeux des Camerounais la collusion flagrante entre une structure qui se dit indépendante et le processus électoral. Maintenant, il est en train de continuer ce processus parce qu'il faut donc inventer tout cela pour qu'à un moment donné, que ce soit en dehors de ce qui se dit comme rumeur, que ce soit clair, même sur papier, que les structures qui sont censées agir ne sont pas en train d'agir dans le sens qu'il faut. Il faut donc passer par cette démarche-là, la mettre de façon factuelle, écrite, disponible pour que tout le monde puisse lire. Ensuite, l'étape suivante, c'est faire quoi? Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a réussi à faire croire aux Camerounais, de renoncer à leur volonté? Qu'est-ce que quand tu demandes à un gars de s'inscrire au pays, il te dit? Il dit que ça sert même à quoi? Ça veut dire que quoi? Paul Biya a réussi à te faire penser que ton droit de vote ne sert à rien. Ça veut dire que quelque chose qui t'appartient, ça sert à rien. Maurice Kamto revient, il vous dit non. Il faut changer de mindset et dire, et se réapproprier ses droits. Reprendre d'abord cette carte d'électeur en disant que c'est pour moi, c'est pas pour toi. Récupérer cette carte d'électeur, c'est une défiance pour dire, je refuse de souscrire à cette idée qui voudrait que je sois dans un état où je vais dire, on va faire comment? C'est l'état d'esprit actuellement au Cameroun. Ça a été façonné pendant 43 ans, à coup de matraque, à coup de torture, à coup d'intimidation, à coup de mensonges, à coup de corruption, à coup de toutes choses qui ne marchent pas. Il faut donc réapproprier les Camerounais à leur... Man, la chose qui te revient de droit, c'est d'être capable de décider dans ta nation. On appelle le Cameroun bien commun. Ça veut dire que ce pays t'appartient un bout aussi. Et tu as le droit d'agir. La première action, c'est de prendre une carte d'électeur. En quoi prendre une carte d'électeur t'empêche de te lever et d'engager la révolution que ce monsieur dit? En quoi est-ce que quand tu prends ta carte d'électeur, tu mets dans ta poche, quand même, tu mets quand même dans ta poche, c'est tu sécurises, c'est même d'abord pour toi, c'est pas pour lui. Tu prends, tu mets dans ta poche. Une fois que tu as pris, tu as mis dans ta poche, la suite logique c'est quoi? C'est que tu te dis, je vais m'assurer qu'on ne me vole pas. Qu'on ne me vole pas mon droit. Je vais aller exercer mon droit. C'est mon droit de choisir qui je veux. C'est ma carte d'électeur, je vote qui je veux. Ok. Est-ce que pendant que je suis en train de voter qui je veux, pendant que moi je suis en train de vous demander d'aller vous inscrire, il est sur tous les fronts. Mais la dimension spirituelle, je ne sais pas si les gens raisonnent même parfois. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez parfois le temps de marquer un temps d'arrêt avec une certaine résonance avec le travail qu'est en train de finir ce monsieur? Il engage ce travail et il s'assure maintenant que pendant que vous êtes en train de vous inscrire massivement, comme vous êtes en train de le faire, que vos votes ne soient pas fouillés. Il fait quoi? Il exige que soit déposé sur la place publique. Et cette exigence ne peut arriver que quoi? Que si l'ensemble des Camerounais, les uns après les autres, rendent de façon très audible leur volonté de voir la liste nationale. Parce que dans la liste nationale, on va savoir, on va enlever tout le faux, tous les doublons, et on va attaquer de front publiquement toute tentative de fraude préélectorale. Et c'est donc une anticipation déjà pour assainir, en attendant qu'au fur et à mesure que le temps passe, si jamais on doit voter, on vote. Si jamais on doit surveiller son vote, on surveille. Si jamais on doit défendre son vote, on défend le vote. Mais que fait cet homme politique? Il fait une sortie publique où il a un certain discours, hautement clivant. Il s'attaque à ceci, il s'attaque à cela. Il démontre l'argument en disant on sait que. Il parle de révolution. Je lui ai proposé, je le dis encore ici de façon solennelle, s'il est prêt à mener la révolution au Cameroun et que c'est le chemin qui est le sien, qu'il me dise, je lui paye un billet d'avion première classe. Je l'envoie au Cameroun. Il arrive au Cameroun, il implémente l'idée selon laquelle il nous parle là. Rien ne sert de venir sur TikTok parler, pendant que les gens d'un parti politique sont sur le terrain en train de créer des conditions pour que le changement arrive au Cameroun. Pendant ce temps, on ne voit pas les cloches qu'on jette sur les uns les autres. On crée le débat sur le tribalisme pour distraire les Camerounais, ou surtout pour diviser le peuple. C'est-à-dire que c'est surtout pour que le moment opportun, quand par exemple une manifestation ou un mouvement d'humeur du Camerounais va naître, que les gens ne disent pas que. Et que les gens vont dire que non, c'est l'affaire des Bamileke,
Il ne faut pas entrer dedans. C'est comme c'est la recette qu'ils ont toujours essayé d'utiliser pour contenir. Pendant ce temps, on est là en train de vivre la distraction d'un monsieur comme celui-là. Désolé d'avoir été très long. J'ai beaucoup à dire dans mon ventre et je suis parfois en colère contre certains agissements. Une excuse. Merci de Revo. Bon, on va donner la parole à une femme, Marlise. Si tu veux parler, ma belle. De Revo a tout parlé, non? Parle quand même encore. On dirait ça, non? Je ne sais pas, je ne vais pas enlever plus de non, tu as tout parlé, sauf que à la conclusion, là, tu n'as pas tout conclu. Donc, je vais seulement embrayer sur tout ce que tu as dit là et rajouter un peu la conclusion. Parce que je pense que tu as été moins radical. Et avec Franklin Nyamsi, il faut être très radical. Parce que ce n'est pas un inculte, ce n'est pas c'est un intellectuel, voilà. Donc, quand un intellectuel prend souvent certaines positions, il faut interroger le timing. Il faut interroger le pourquoi. Voilà. Donc, du coup, quand j'embraye vraiment sur toute l'analyse que Derevo a fait, hein, et je me demande pourquoi ce n'est qu'après 7 ans que le professeur Nyamsi est soutenu, professeur, voilà, entre guillemets, est soutenu, le professeur Kamto, ce n'est que là, à la veille électorale, où il y aura la conclusion de tout un processus de révolution, parce que avant même que je ne vienne dans ce live, j'avais ouvert le mien, mais mon internet a sauté justement, et je parlais de ça, parce que ce que le professeur est en train de faire au Cameroun, le professeur Maurice Kamto, c'est une révolution, et c'est une révolution endémique, c'est-à-dire le bénéfice de cette révolution-là ne sera pas aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose, voilà, les Camerounais regardent bon sur une question et on se soulève. Non. C'est une éducation profonde de la société. Donc, c'est quelque chose qu'on va garder en héritage pour la suite, de génération en génération. Un peu comme le travail que l'UPC a fait. Et ça, c'est des processus tellement lents. Et c'est pour ça que ça devient endémique. Donc, il y a déjà un processus de révolution en cours. Et tu peux pas aller où l'une des étapes, parce que c'est l'une des étapes de la concrétisation de cette révolution-là, qui c'est le processus électoral. Tu viens là, à la veille électorale, c'est là que tu te souviens que le professeur avait été au gouvernement. Je dis bien pendant, en 2018, quand il soutenait le professeur, il le savait. Il l'ignorait pas. De 2018 à 2024, il ne s'est pas souvenu. Juste à la veille électorale, Nyamsi dit que lui, quand on doit demander les excuses d'avoir travaillé au gouvernement. Pourquoi seulement maintenant? À de là, il va le traiter de xénophobe. En disant, oui, au lieu de s'occuper du réel problème du Cameroun, le problème devient des étrangers. Sachant pertinemment que le professeur Maurice Kamto est quelqu'un de profondément panafricain. Attendez, il a dit ça? Mais il l'a dit quand le professeur Maurice Kamto a fait la dénonciation en disant que il y a des frères africains qui seront en train de prendre, qui seront inscrits sur les listes électorales par les membres du régime pour voter le RDPC à la fin. Le professeur a dénoncé ce fait-là et Franklin Nyamsi